Ce qui commença par un simple morceau de pain moisi dans les quartiers des esclaves de la plantation Riverside devint la terreur la plus profonde que les maîtres blancs du comté de Beaufort aient jamais connue. Car ce jour-là, quelque chose se brisa dans l'esprit d'un homme qui n'avait plus rien à perdre, et ce qui se déroula ensuite força même les plus puissants propriétaires du Sud à fermer leurs portes, à brûler leurs archives et à jurer un silence qui durerait plus d'un siècle. Mais avant de plonger dans cette histoire qui glacera votre sang, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous nous écoutez en ce moment. Cela nous aide énormément. Maintenant, retournons en 1852, dans une région où la chaleur étouffante n'était rien comparée à l'horreur qui allait se déployer. La Caroline du Sud en 1852 était le cœur battant de l'aristocratie esclavagiste américaine. Dans le comté de Beaufort, les plantations de coton s'étendaient à perte de vue, blanches de leurs récoltes sous le soleil implacable. Les grandes demeures à colonnades dominaient un paysage façonné par le travail forcé de milliers d'âmes enchaînées. C'était un monde régi par des lois non écrites mais absolues, où la couleur de peau déterminait non seulement le statut social, mais le droit même d'exister en tant qu'être humain. La plantation Riverside appartenait à la famille Caldwell depuis 3 générations. Située le long d'un méandre paresseux de la rivière Combahee, elle comptait parmi les plus prospères de la région. 300 hectares de terre fertile, 180 esclaves, une demeure imposante, construite dans le style néo-grec qui faisait l'orgueil de Marcus Caldwell, le maître des lieux. Un homme dans la force de l'âge, 42 ans, le visage buriné par le soleil et les responsabilités qu'il portait comme un fardeau noble. Il se considérait comme un propriétaire éclairé, plus humain que ses voisins, un homme qui ne fouettait ses esclaves que lorsque c'était absolument nécessaire pour maintenir l'ordre et la discipline. Les quartiers des esclaves formaient un village distinct, séparé de la grande maison par plusieurs centaines de mètres. 2 longues rangées de cabanes de bois brut, aux toits de bardeaux usés, aux portes qui fermaient mal. Chaque cabane abritait une famille, parfois 2, entassées dans un espace à peine suffisant pour se retourner. Les murs laissaient passer le vent en hiver et retenaient à la chaleur suffocante en été. Il n'y avait ni plancher ni fenêtre, seulement des ouvertures béantes qui servaient de ventilation. L'odeur de la fumée de bois, de la sueur, de la terre et de la misère imprégnait chaque recoin. C'est dans l'une de ces cabanes, la 7e à partir de l'extrémité nord, que vivait Nathaniel. On ne connaissait pas son nom de famille, car les esclaves n'en avaient pas. Ou plutôt, ils portaient celui de leur maître, une marque d'appartenance supplémentaire. Nathaniel était un homme d'une trentaine d'années, peut-être 35, peut-être 40. Personne ne connaissait vraiment son âge. Grand, large d'épaules, la peau d'un noir profond, marquée par les cicatrices du fouet qu'il avait reçu des années auparavant. Ses mains étaient énormes, calleuses, déformées par le travail constant dans les champs de coton sous le soleil meurtrier. Nathaniel était ce qu'on appelait un esclave de champ, le rang le plus bas dans la hiérarchie complexe de la plantation. Il n'avait jamais travaillé dans la grande maison, n'avait jamais bénéficié des privilèges minuscules accordés aux domestiques. Son univers se limitait aux rangées interminables de cotonniers, au poids du sac qu'il traînait derrière lui, aux ordres hurlés par les contremaîtres blancs qui patrouillaient à cheval, fouet à la main. Il vivait seul dans sa cabane depuis que sa femme Sarah avait été vendue 3 ans auparavant. Le maître Caldwell avait eu besoin d'argent pour payer des dettes de jeu, et Sarah, belle et jeune, avait rapporté un bon prix. Nathaniel ne l'avait jamais revu. Leur fils, un garçon de 8 ans nommé Isaiah, avait été vendu avec elle. La séparation des familles était monnaie courante, une pratique que même les propriétaires les plus bienveillants n'hésitaient pas à employer quand leurs intérêts l'exigeaient. Depuis ce jour, quelque chose s'était éteint dans les yeux de Nathaniel. Il travaillait mécaniquement, accomplissant ses tâches avec l'efficacité d'un automate, mais sans plus jamais lever le regard vers le ciel, sans plus jamais chanter avec les autres dans les champs.
Les autres esclaves le laissaient tranquille, respectant son deuil silencieux. Ils savaient tous ce que c'était de perdre un être cher, vendu comme du bétail à un marchand inconnu vers une destination inconnue. La ration alimentaire distribuée aux esclaves de la plantation Riverside suivait un schéma immuable. Chaque samedi matin, le régisseur de la plantation, un homme rude nommé Thomas Pritchard, supervisait la distribution. Chaque adulte recevait 4 livres de porc salé, un boisseau de maïs et occasionnellement quelques livres de farine de blé ou de seigle. C'était censé suffire pour toute la semaine. Les esclaves complétaient ces rations maigres avec ce qu'ils pouvaient cultiver dans les minuscules jardins derrière leur cabane, ou avec ce qu'ils parvenaient à chasser, pêcher ou cueillir pendant leurs rares moments de liberté le dimanche. Mais en ce début de mars 1852, les stocks de la plantation étaient de bas. L'hiver avait été plus long que prévu, et les provisions s'épuisaient avant l'arrivée des nouvelles récoltes. Le maître Caldwell avait ordonné de réduire les rations. Les 4 livres de porc devinrent 3. Le boisseau de maïs fut mesuré avec parcimonie. Quant à la farine, elle provenait désormais du fond des réserves, de vieux sacs stockés depuis trop longtemps dans l'humidité des entrepôts. Ce samedi matin du 14 mars, Nathaniel attendait dans la file avec les autres pour recevoir sa ration. Le soleil venait à peine de se lever, projetant une lumière dorée sur la cour poussiéreuse devant l'entrepôt. L'air était frais, presque froid, un répit bienvenu avant la chaleur qui arriverait dans quelques heures. Thomas Pritchard, debout sur l'estrade de bois, appelait les noms un par un, distribuant les rations avec des gestes brusques, impatients. Quand vint le tour de Nathaniel, le régisseur lui lança un sac de farine plus petit que d'habitude. Nathaniel le saisit sans un mot, sans même lever les yeux. Il sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Le sac était légèrement humide au toucher, et quand il l'ouvrit en retournant vers sa cabane, il découvrit que la farine était tachetée de moisissures noires et verdâtres. Des filaments étranges couraient à travers la poudre blanche, formant des motifs qui ressemblaient presque à des toiles d'araignée. Un autre homme aurait peut-être protesté, aurait demandé un remplacement. Mais Nathaniel savait que c'était inutile. Il avait vu d'autres esclaves être fouettés pour moins que cela, pour avoir osé questionner la qualité de ce qu'on leur donnait. Et puis, qu'importait vraiment? La famine ou le pain moisi? Quelle différence cela faisait-il quand on n'avait rien d'autre? Ce soir-là, dans la pénombre de sa cabane éclairée par une seule chandelle de suif, Nathaniel prépara son pain. Il mélangea la farine contaminée avec de l'eau puisée à la pompe commune, y ajouta un peu de sel qu'il gardait précieusement. Il pétrit la pâte avec ses grandes mains, sans vraiment regarder ce qu'il faisait, perdu dans ses pensées sombres. Il façonna plusieurs petits pains qu'il fit cuire dans le foyer rudimentaire qui servait de cheminée. Le pain avait un goût étrange, légèrement amer, avec un arrière-goût métallique qui persistait sur la langue. Mais Nathaniel avait faim. Il mangea 2 des pains ce soir-là, mâchant lentement, sans plaisir, simplement pour remplir son estomac qui criait famine. Puis il s'allongea sur sa paillasse, enroulé dans une couverture mince et trouée, et s'endormit d'un sommeil agité. Les premiers symptômes apparurent le lendemain matin. Nathaniel se réveilla avec un mal de tête lancinant, une sensation de brûlure qui semblait provenir de l'intérieur de son crâne. Ses mains tremblaient légèrement et il avait du mal à coordonner ses mouvements. Il attribua cela à la fatigue, au manque de sommeil, à la vie épuisante qui était la sienne depuis si longtemps. Le dimanche était théoriquement un jour de repos, mais Nathaniel n'avait nulle part où aller, personne avec qui parler. Il passa la journée dans sa cabane, grignotant le reste du pain moisi par nécessité, buvant de l'eau pour essayer de faire passer ce goût amer qui envahissait sa bouche. Lundi matin, quand le corps sonna pour appeler les esclaves au champ, Nathaniel se leva avec difficulté. Ses jambes étaient raides, comme si elles ne lui appartenaient plus tout à fait. La sensation de brûlure dans sa tête s'était intensifiée, accompagnée maintenant d'une étrange clarté visuelle. Les couleurs semblaient plus vives, presque douloureusement brillantes. Le rouge de la terre, le vert des jeunes plants de coton, le bleu du ciel, tout paraissait saturé,
irréel. Dans les champs, sous le soleil qui montait rapidement, Nathaniel commença à travailler. Mais ses mouvements étaient maladroits, saccadés. Ses mains, d'ordinaire si sûres, tremblaient de façon incontrôlable. Il laissait tomber les capsules de coton, se piquait aux épines plus souvent que d'habitude. Les autres esclaves autour de lui le remarquèrent, mais personne ne dit rien. Chacun avait ses propres problèmes, sa propre souffrance. C'est vers midi, quand le soleil était à son zénith et que la chaleur devenait insoutenable, que Nathaniel eut sa première hallucination. Il était penché sur une rangée de cotonniers quand soudain, il vit Sarah, sa femme, Sarah, debout au bout de la rangée, exactement telle qu'il se la rappelait. Elle portait la même robe de toile grossière, le même foulard noué autour de sa tête. Elle le regardait avec ses grands yeux sombres, et elle souriait, ce sourire qu'il n'avait pas vu depuis 3 longues années. Nathaniel se redressa brusquement, manquant de tomber. Son cœur battait à tout rompre. Il cligna des yeux, secoua la tête, mais la vision persista. Sarah était là, bien réelle, et elle lui faisait signe de s'approcher. Sans réfléchir, Nathaniel laissa tomber son sac de coton et commença à marcher vers elle. Mais à chaque pas qu'il faisait, elle reculait, s'éloignant toujours, restant à la même distance. La voix du contremaître le ramena brutalement à la réalité. James Sullivan, un homme trapu avec un visage rougeau perpétuellement en sueur, galopait vers lui sur son cheval. Le fouet claqua dans l'air, manquant de peu l'épaule de Nathaniel. « Qu'est-ce que tu fais, nègre? Tu crois que tu peux te promener comme bon te semble? Retourne au travail avant que je te fasse goûter du cuir. » Nathaniel regarda autour de lui, désorienté. Sarah avait disparu. Il était au milieu du champ, loin de sa rangée, son sac abandonné derrière lui. Les autres esclaves le fixaient avec un mélange de curiosité et de pitié. Il retourna à sa place sans un mot, ramassa son sac et reprit le travail. Mais ses mains tremblaient encore plus fort maintenant, et la sensation de brûlure dans sa tête était devenue un feu dévorant. Cette nuit-là, Nathaniel ne dormit pas. Allongé sur sa paillasse, les yeux grands ouverts dans l'obscurité, il voyait des ombres danser sur les murs de sa cabane. Des formes qui n'avaient pas de sens, qui se tordaient et se transformaient. Il entendait des voix, des murmures qui semblaient venir de partout et de nulle part à la fois. La voix de Sarah, celle de son fils Isaiah, d'autres voix qu'il ne reconnaissait pas. Elle chuchotait son nom, l'appelait, lui disait des choses qu'il ne comprenait pas. Et puis, dans ce délire fiévreux qui s'emparait de lui, une pensée émergea, une pensée claire, cristalline, qui perça à travers le brouillard de confusion dans son esprit. Il n'avait plus rien à perdre. Sarah était partie, Isaiah était parti. Sa vie n'était qu'une succession de jours identiques de souffrance et de labeur, jusqu'à ce que son corps épuisé cède et qu'on l'enterre dans un coin de la plantation sans même une pierre pour marquer sa tombe. Qu'avait-il à perdre qu'il n'ait déjà perdu? Cette pensée germa, grandit, devint une obsession. Dans l'état altéré où se trouvait Nathaniel, empoisonné par l'ergot du seigle qui avait contaminé sa farine, cette idée devint une révélation, une libération. Une rage sourde, contenue depuis des années, commença à bouillonner en lui, et avec elle, un plan, vague au début, puis de plus en plus précis. Les jours suivants, les symptômes de Nathaniel s'aggravèrent. Ses extrémités, ses doigts et ses orteils commencèrent à le brûler avec une douleur insupportable, comme s'ils étaient plongés dans le feu. Sa peau prit une teinte grisâtre par endroits, signe de la gangrène sèche provoquée par l'ergotisme. Il marchait avec difficulté, titubant comme un homme ivre. Les hallucinations devinrent plus fréquentes, plus intenses. Il voyait des choses que personne d'autre ne voyait, entendait des choses que personne d'autre n'entendait. Mais paradoxalement, au milieu de cette descente aux enfers physiologiques, son esprit semblait plus clair que jamais sur un point précis. La vengeance. Non pas une vengeance aveugle, mais calculée, méthodique. Il observait tout autour de lui avec une acuité nouvelle. Il notait les routines des contremaîtres, les points faibles du système, qui les contrôlait tous.
Il écoutait les conversations des autres esclaves avec une attention qu'il n'avait jamais eue auparavant. Si cette histoire vous donne des frissons, pensez à liker cette vidéo et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez qu'il va se passer. Car ce qui arrive ensuite va au-delà de tout ce que les maîtres de Riverside auraient pu imaginer dans leur pire cauchemar. Le comportement de Nathaniel commença à inquiéter certains des autres esclaves. Josiah, un homme plus âgé qui travaillait dans les champs depuis plus de 40 ans, s'approcha de lui un soir alors qu'il retournait vers les quartiers des esclaves. « Nathaniel, frère, quelque chose ne va pas chez toi. Tu parles tout seul. Tu regardes des choses que personne ne voit. Tu devrais aller voir la vieille Mama Ruth. Elle connaît les plantes qui soignent, les remèdes pour chasser les mauvais esprits. » Nathaniel se tourna vers lui et Josiah recula instinctivement. Les yeux de Nathaniel brillaient d'une lueur étrange dans la pénombre du crépuscule. Il y avait quelque chose de dérangeant dans ce regard, quelque chose qui n'était pas tout à fait humain. Il n'y a pas de mauvais esprit, Josiah. Il n'y a que la vérité que nous refusons tous de voir, parce que c'est plus facile de baisser la tête et d'obéir. Mais moi, je la vois maintenant. Je la vois avec une clarté parfaite. De quoi tu parles, Nathaniel? De liberté, de justice, de ce qu'ils nous ont volé, de ce qu'ils continuent de nous voler chaque jour. Josiah jeta des regards nerveux autour de lui, s'assurant qu'aucun contremaître n'était à portée de voix. « Parle moins fort, tu es fou? Tu veux te faire fouetter à mort? Tu veux qu'on nous fouette tous? Ce genre de discours, c'est dangereux. Dangereux pour toi, dangereux pour nous tous. » Nathaniel sourit, un sourire qui n'avait rien de rassurant. La peur, c'est ce qui nous tient enchaînés plus sûrement que n'importe quel fer. La peur de la douleur, la peur de la mort. Mais qu'est-ce que la mort, Josiah? N'est-elle pas préférable à cette vie? Tu parles comme un homme qui n'a plus rien à perdre. C'est dangereux, Nathaniel. Les hommes qui n'ont plus rien à perdre font des choses terribles. Peut-être, ou peut-être font-ils simplement ce qui doit être fait. Après cette conversation, Josiah évita Nathaniel autant que possible. Il n'était pas le seul. Les autres esclaves commencèrent à le fuir, troublés par son comportement de plus en plus erratique. Nathaniel ne semblait pas s'en soucier. Il continuait à travailler dans les champs, même si son rendement avait considérablement diminué, ce qui lui valait régulièrement des coups de fouet de la part des contremaîtres. Mais même sous les coups, il ne criait pas, ne suppliait pas. Il encaissait la douleur avec un stoïcisme effrayant, comme si elle ne l'atteignait plus vraiment. La nuit, pendant que les autres dormaient, Nathaniel errait dans les quartiers des esclaves. Il parlait aux ombres, engageait des conversations avec des interlocuteurs invisibles. Certains esclaves, réveillés par ses déambulations, l'entendaient murmurer des choses étranges, des fragments de phrases qui n'avaient pas de sens. D'autres jurèrent l'avoir vu debout au centre de la cour, les bras levés vers le ciel étoilé, comme s'il priait ou invoquait quelque chose. Marcus Caldwell, le maître de la plantation, fut informé de la situation par Thomas Pritchard, son régisseur. Ils étaient dans le bureau de Caldwell, une pièce lambrissée de bois sombre, ornée de portraits de famille et de livres reliés de cuir. « Cet esclave, Nathaniel, il devient un problème, monsieur, » dit Pritchard, debout devant le bureau massif. « Il ne travaille presque plus, il effraie les autres. Certains parlent de mauvais présages, de malédiction. Vous savez comment sont ces gens, superstitieux comme pas possible. » Caldwell, assis dans son fauteuil de cuir, sirotait un verre de whisky. Il fronça les sourcils. « Une malédiction? Ne me dites pas que vous croyez à ces sornettes, Pritchard. » « Non, bien sûr que non, monsieur. Mais eux y croient. Et un esclave qui fait peur aux autres, c'est un esclave qui perturbe l'ordre. L'ordre est tout, vous le savez bien. Qu'est-ce que vous suggérez? Qu'on le vende? Il ne vaut plus grand-chose dans son état, mais on peut peut-être en tirer quelque chose auprès d'un marchand qui ne regarde pas de trop près. Ou bien quoi? Ou bien on s'en débarrasse plus définitivement. Un accident dans les champs, ça arrive. Personne ne posera de questions. » Caldwell vida son verre d'un trait et le posa sur le bureau avec un bruit sec. « Non,
Je ne tue pas mes esclaves sans raison. Cela serait contraire à mes principes. Si cet homme est malade, qu'il soit soigné. S'il est fou, qu'il soit isolé. Mais je ne tolérerai pas qu'on en fasse un exemple par la violence gratuite. Faites venir le médecin demain, qu'il examine ce Nathaniel et me dise ce qui ne va pas chez lui. Bien, monsieur, dit Pritchard, bien qu'il fût visiblement déçu de cette décision. Le lendemain, le docteur Elias Hammond se présenta à la plantation. C'était un homme d'une 50aine d'années, bedonnant, avec des favoris grisonnants et l'air perpétuellement fatigué de quelqu'un qui avait vu trop de misère humaine. Il examina Nathaniel dans une des remises, Nathaniel étant désormais jugé trop dangereux pour circuler librement. Nathaniel était assis sur un tabouret, le dos voûté, les mains posées sur ses genoux. Ses doigts étaient noirs aux extrémités, la chair nécrosée. Ses yeux fixes regardaient dans le vide. Le docteur Hammond l'examina avec une minutie professionnelle, prenant son pouls, regardant sa langue, palpant ses membres. Il remarqua les tremblements, la désorientation, les signes évidents de gangrène. « Depuis combien de temps est-il dans cet état ?» demanda-t-il à Pritchard qui assistait à l'examen. « Une dizaine de jours, peut-être 2 semaines. C'est difficile à dire exactement. Au début, on a cru qu'il était juste fatigué ou malade, mais ça a empiré rapidement. » Hammond fronça les sourcils, réfléchissant. A-t-il mangé quelque chose d'inhabituel récemment? Quelque chose de toxique peut-être? Pritchard haussa les épaules. Il mange ce que tous les autres mangent. Les rations de la plantation, rien de différent. Les symptômes que je constate pourraient indiquer plusieurs choses. Une maladie du cerveau peut-être. Ou un empoisonnement. Il y a quelques années, j'ai lu un article médical sur une condition appelée ergotisme, causée par l'ingestion de céréales contaminées par un champignon. Les symptômes correspondent, hallucinations, gangrène des extrémités, convulsions. Mais c'est rare, très rare. Surtout ici. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Peu de choses. J'en ai peur. Si c'est bien de l'ergotisme, il n'y a pas de traitement connu. On peut amputer les membres gangrenés pour éviter que l'infection se propage. Mais pour le reste, pour les effets sur l'esprit, il n'y a rien à faire. La condition suit généralement son cours. Soit le patient se rétablit avec le temps, soit il meurt. Et s'il est dangereux, gardez-le isolé. Assurez-vous qu'il ne puisse blesser personne, lui-même inclus. Au-delà de ça, il faudra attendre et voir. Le docteur Hammond repartit après avoir rédigé un bref rapport pour Caldwell. Nathaniel fut enfermé dans une des remises à l'écart des quartiers des esclaves. On lui apportait de la nourriture et de l'eau 1 fois par jour, en prenant soin de ne jamais entrer seul, toujours à 2 ou 3 hommes, armés de gourdins au cas où il deviendrait violent. Mais Nathaniel ne montrait aucune violence. Il restait assis dans la pénombre de la remise, immobile pendant des heures, ne mangeant presque rien, buvant à peine. Il murmurait parfois des mots incompréhensibles, des fragments de pensée qui s'échappaient de ses lèvres craquelées. Les hommes qui lui apportaient sa ration racontèrent ensuite qu'ils avaient l'impression qu'il les regardait à travers eux, comme s'ils voyaient quelque chose d'autre, quelque chose qu'eux ne pouvaient pas voir. Ce fut pendant cette période d'enfermement que quelque chose d'étrange commença à se produire dans les quartiers des esclaves. Des rumeurs circulèrent, d'abord timidement, puis avec plus d'insistance. Des esclaves rapportèrent avoir fait des rêves troublants, des rêves où Nathaniel leur parlait, leur disait des choses qu'ils n'avaient jamais osé penser. Des rêves de liberté, de révolte, de vengeance contre leurs oppresseurs. Une jeune femme nommée Abigail raconta qu'elle avait rêvé de Nathaniel debout au centre d'un champ en flammes, les bras levés, et qu'une voix venue de nulle part disait « Le feu purifie, le feu libère ». Elle se réveilla en sueur, le cœur battant, et passa le reste de la nuit à prier, terrifiée par la vivacité de ce rêve. Un homme nommé Ézéchiel, un des contremaîtres noirs qui supervisait le travail des autres esclaves pour le compte des Blancs, rapporta qu'il avait vu Nathaniel dans sa cabane alors qu'il savait pertinemment que Nathaniel était enfermé dans la remise. La vision dura quelques secondes, puis disparut, le laissant avec une sensation de malaise profond.
Ces histoires se répandirent comme une traînée de poudre. Bientôt tous les esclaves parlaient de Nathaniel, de l'étrangeté de sa condition, de ce qui lui était arrivé. Certains disaient qu'il avait été touché par les esprits des ancêtres, qu'il était devenu un messager du monde des morts. D'autres, plus pragmatiques, pensaient simplement qu'il avait perdu la raison, que la dureté de leur vie l'avait brisé comme elle brisait tant d'autres. Mais quelque chose d'autre commençait à fermenter dans les quartiers des esclaves. Une tension nouvelle, une agitation sourde. Les esclaves se réunissaient le soir en petits groupes, parlant à voix basse, jetant des regards nerveux autour d'eux. Ils discutèrent de liberté, de ce qu'elle signifierait, de la possibilité, aussi infime soit-elle, de l'atteindre. Des mots qui, quelques semaines auparavant, auraient été impensables, étaient maintenant prononcés ouvertement. Thomas Pritchard remarqua ce changement d'atmosphère. En tant que régisseur, il avait développé au fil des années un sixième sens pour détecter les troubles parmi les esclaves. Il savait que le mécontentement, s'il n'était pas maté rapidement, pouvait dégénérer en quelque chose de bien plus dangereux. Il en parla à Caldwell lors de leur réunion hebdomadaire. « Il y a de l'agitation dans les quartiers, monsieur. Je ne peux pas mettre le doigt dessus exactement, mais je le sens. Les esclaves sont nerveux, ils parlent entre eux plus que d'habitude. Ils regardent les contremaîtres différemment. C'est subtil, mais c'est là. Vous pensez que c'est lié à cet homme, Nathaniel? Je ne sais pas, monsieur. Mais le timing est troublant. Depuis qu'il est enfermé, l'atmosphère a changé. Peut-être que sa folie, quelle qu'elle soit, a contaminé les autres d'une certaine manière. Vous savez comment ces gens sont influençables, enclins aux superstitions. » Caldwell tambourina des doigts sur son bureau. Pensif. « Qu'est-ce que vous recommandez ? Augmenter la surveillance, plus de patrouilles la nuit, plus de présence visible des contremaîtres. Et peut-être, monsieur, il serait temps de se débarrasser de Nathaniel. Qu'il soit malade ou fou, il est devenu un symbole de quelque chose que nous ne voulons pas voir se développer. Un symbole de quoi? De rébellion, monsieur, de résistance. Même enfermé, même diminué, il représente quelque chose pour eux. Un homme qui a osé perdre la raison plutôt que de continuer à obéir. Dans leur esprit tordu, ça pourrait presque ressembler à du courage. Caldwell se leva de son fauteuil et marcha vers la fenêtre, regardant les champs de coton qui s'étendaient au loin. Le soleil couchant teintait tout d'une lumière dorée. C'était beau, paisible. On aurait pu croire à un tableau idyllique si l'on ne savait pas quelle souffrance humaine se cachait derrière cette beauté. Faites ce qu'il faut, Pritchard, mais discrètement. Je ne veux pas de scandale, pas de questions posées par les plantations voisines sur la façon dont nous gérons nos esclaves. Vous comprenez? Parfaitement, monsieur. Cette nuit-là, Pritchard et deux de ses hommes de confiance, des contremaîtres blancs nommés Jackson et Wade, se rendirent à la remise où Nathaniel était enfermé. Il portait une lanterne qui projetait des ombres dansantes sur les murs de bois. L'intention était claire, en finir avec Nathaniel, faire passer ça pour une tentative d'évasion qui aurait mal tourné, ou pour un suicide. Personne ne poserait de questions. Un esclave fou de moins, ce n'était pas une grande perte. Pritchard ouvrit la porte de la remise avec précaution, le gourdin à la main. Jackson et Wade le suivaient, tendus, prêts à intervenir. La lanterne éclaira l'intérieur de la remise. Nathaniel était debout au centre de la pièce, parfaitement immobile. Ses yeux brillaient dans la lumière de la lanterne, reflétant la flamme comme ceux d'un animal nocturne. Il les regardait sans ciller, un léger sourire aux lèvres, un sourire qui fit froid dans le dos aux trois hommes. « Alors, c'est comme ça que ça se termine », dit Nathaniel d'une voix calme, presque amusée. « Trois hommes armés contre un seul, enchaînés et malades. Vous devez vous sentir très courageux. »« Ferme-la, nègre », grogna Pritchard. « Tu as causé assez de problèmes comme ça. »« Des problèmes? Moi? Tout ce que j'ai fait, c'est manger le pain que vous m'avez donné. Le pain moisi, pourri, que vous n'auriez même pas donné à vos chiens. Et maintenant vous venez me tuer, parce que ce poison a fait de moi un miroir de votre propre monstruosité. Il délire complètement, dit Jackson. Finissons-en. Mais alors qu'il s'avançait, Nathaniel fit quelque chose d'inattendu. Il éclata de rire. Un rire profond, sonore,
qui résonna dans la remise et sembla s'étendre au-delà, portant dans la nuit. C'était un rire sans joie, sans humour, juste un son pur et terrifiant qui glaça le sang des 3 hommes. Vous pensez que me tuer changera quelque chose? Vous pensez que cela étouffera la graine que j'ai plantée? Il est trop tard, bien trop tard. Ils savent maintenant. Ils ont vu ce que je suis devenu, et dans leur sommeil, ils rêvent de devenir la même chose. Des hommes sans peur, des hommes qui n'ont plus rien à perdre. Il est complètement fou, dit Wade, reculant d'un pas malgré lui. Pritchard leva son gourdin, prêt à frapper. Mais à ce moment précis, un cri retentit au loin. Puis un autre, des cris de panique venant des quartiers des esclaves. Les 3 hommes se figèrent, regardant vers l'extérieur. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura Jackson. Une lueur orange commençait à illuminer le ciel nocturne. Du feu. Quelque chose brûlait. Pritchard jura entre ses dents. « Restez ici et surveillez-le » ordonna-t-il à Jackson et Wade. « Je vais voir ce qui se passe. » Il sortit en courant de la remise, laissant les 2 autres avec Nathaniel. Dans la pénombre, Nathaniel continua de sourire, ce sourire effrayant qui semblait dire qu'il savait quelque chose que les autres ignoraient. Ce qui se passa cette nuit-là, à la plantation Riverside, devint le sujet de rumeurs et de spéculations qui durèrent des décennies. Les versions divergent selon les sources, mais voici ce que les archives fragmentaires et les témoignages contradictoires nous permettent de reconstituer. Le feu avait démarré dans l'entrepôt où étaient stockées les récoltes de coton. Personne ne sut jamais avec certitude comment il avait commencé. Certains dirent qu'une lanterne avait été renversée accidentellement. D'autres affirmèrent qu'il s'agissait d'un acte délibéré de sabotage. Quoi qu'il en soit, le feu se propagea rapidement, alimenté par le coton sec et les structures de bois de l'entrepôt. L'alarme fut donnée, et bientôt, toute la plantation était en effervescence. Les contremaîtres couraient dans tous les sens, criant des ordres. Les esclaves furent sortis de leurs cabanes et forcés de former une chaîne humaine pour passer des seaux d'eau depuis la rivière. Mais c'était peine perdue. Le feu était déjà trop important, trop féroce. Dans le chaos, personne ne remarqua immédiatement que plusieurs choses étranges se produisaient simultanément. Les portes de l'écurie où étaient gardés les chevaux s'ouvrirent mystérieusement, et les animaux, paniqués par le feu, s'échappèrent en galopant dans toutes les directions. Les outils agricoles stockés dans une remise disparurent, subtilisés par des mains invisibles dans la confusion. Et surtout, un groupe d'esclaves, une dizaine peut-être, se détacha discrètement de la chaîne humaine et s'enfonça dans l'obscurité, au-delà du périmètre éclairé par les flammes. Dans la remise où Nathaniel était retenu, Jackson et Wade étaient de plus en plus nerveux. Ils entendaient les cris, voyaient la lueur du feu à travers les interstices des planches. Ils voulaient aller voir ce qui se passait, aider à combattre l'incendie, mais ils avaient reçu l'ordre de rester et de surveiller le prisonnier. « On devrait aller aider », dit Wade. « Cet esclave ne va nulle part. Regarde-le, il peut à peine tenir debout. » « Pritchard a dit de rester, » répondit Jackson, bien que lui aussi semblât hésitant. Nathaniel, toujours debout au centre de la remise, les observait avec cette expression étrange, ce sourire qui ne quittait pas ses lèvres. « Allez-y, » leur dit-il. « Allez sauver ce que vous pouvez. Moi, je n'irai nulle part. Où irai-je avec ces jambes qui me portent à peine, avec ce corps qui se décompose de l'intérieur ?» Jackson et Wade échangèrent un regard. Finalement, la tentation fut trop forte. Ils sortirent de la remise en courant, laissant Nathaniel seul. Ils ne prirent même pas la peine de fermer la porte à clé. Après tout, où pourrait-il aller? Nathaniel attendit quelques instants, écoutant le bruit de leurs pas s'éloigner. Puis, avec des efforts considérables, il se dirigea vers la porte. Chaque pas était une agonie, ses pieds gangrenés criant de douleur à chaque mouvement. Mais il continua, poussé par une volonté qui transcendait la souffrance physique. À l'extérieur, la nuit était illuminée comme en plein jour par l'incendie.
L'entrepôt était maintenant complètement consumé, les flammes s'élevant haut dans le ciel, projetant une lumière dansante d'un rouge orangé sur tout le paysage. La chaleur était intense, même à distance. L'air était rempli de fumée et de cendres qui flottaient comme de la neige noire. Nathaniel se dirigea vers les quartiers des esclaves, évitant les zones éclairées, restant dans l'ombre autant que possible. Son corps le trahissait, mais son esprit, dans sa lucidité délirante, restait étonnamment focalisé. Il savait où il allait, ce qu'il devait faire. Il trouva Josiah près des cabanes, tenant un seau vide, regardant le feu avec une expression de terreur mêlée de fascination. Nathaniel s'approcha de lui silencieusement. « Josiah, murmura-t-il. » Le vieil homme sursauta, manquant de laisser tomber son seau. « Nathaniel, qu'est-ce que... Comment es-tu sorti? Ils vont te tuer s'ils te trouvent. Peut-être. Ou peut-être que tout cela est plus grand que ma vie. Josiah, écoute-moi. C'est cette nuit ou jamais. Pendant qu'ils sont distraits, pendant que le chaos règne, certains sont déjà partis, d'autres attendent. Tu peux venir avec nous, tu peux être libre. Libre? Répéta Josiah comme si le mot n'avait pas de sens. Nathaniel, tu divagues, il n'y a pas de liberté pour nous. Pas ici, pas maintenant. Si on s'enfuit, ils nous retrouveront. Ils ont des chiens, des chevaux. Ils nous rattraperont et ce sera pire que la mort. Peut-être, mais peut-être pas. Tu préfères vivre le reste de tes jours à genoux ou mourir debout en essayant d'être libre? Josiah le regarda longuement, et dans ses yeux fatigués, quelque chose vacilla. Peur, espoir, désespoir, tout mêlé ensemble. Tu es fou, Nathaniel. Ce pain moisi t'a rendu fou. Oui, je suis fou. Mais dans cette folie, j'ai vu la vérité. Et la vérité, c'est que nous n'avons rien à perdre qui n'ait déjà été pris. Viens avec moi, Josiah. Viens voir ce qu'il y a au-delà de cette plantation. Mais Josiah secoua la tête, reculant. Non, je ne peux pas. Je suis trop vieux, trop fatigué. Va, toi. Va et que les esprits te protègent. Mais moi, je reste. Nathaniel hocha la tête, sans jugement, sans colère. Il comprenait. La peur était plus forte que l'espoir chez beaucoup. Il continua son chemin, cherchant ceux qui avaient été touchés par ses paroles, par ses rêves, par cette folie contagieuse qui s'était répandue comme une maladie invisible. Il les trouva regroupés à l'orée de la forêt qui bordait la plantation. Une dizaine d'hommes et de femmes, jeunes pour la plupart, le visage marqué par la détermination et la terreur. Parmi eux se trouvait Abigail, celle qui avait rêvé du champ en flammes. Elle tenait un ballot de vêtements et de provisions volés. Quand elle vit Nathaniel émerger de l'obscurité, elle s'approcha de lui. « On t'attendait, dit-elle simplement. On savait que tu viendrais. »« Vous êtes prêts ?» demanda Nathaniel. Ils hochèrent tous la tête. Certains avaient des outils transformés en armes rudimentaires, d'autres n'avaient que leurs mains et leur courage désespéré. « Alors allons-y. Suivez la rivière vers le nord. Restez dans l'eau autant que possible pour brouiller notre piste. Il y a un village de Noirs libre à environ 3 jours de marche. Si nous y arrivons, nous pourrons trouver de l'aide. Des guides qui connaissent les routes secrètes vers le nord, vers les États libres. Et si on nous rattrape ?» demanda un jeune homme nommé Samuel. Nathaniel le regarda dans les yeux. « Alors on se bat. On se bat jusqu'au bout. Mais on ne retourne pas en arrière. Plus jamais en arrière. » Ils se mirent en route, disparaissant dans la forêt, alors que derrière eux, la plantation Riverside continuait de brûler. Le feu avait maintenant atteint la grange, et bientôt, les réserves de grains s'embrasèrent à leur tour. C'était une catastrophe d'une ampleur sans précédent pour la plantation. Marcus Caldwell, debout devant sa grande maison, regardait la destruction de son empire avec une expression d'incrédulité totale. Des années de travail, des générations de richesses accumulées, tout partait en fumée sous ses yeux. À côté de lui, sa femme Lucille, une femme élégante dans la quarantaine, sanglotait dans un mouchoir de dentelle. Thomas Pritchard s'approcha, le visage noirci par la suie, la chemise déchirée. « Monsieur, dit-il d'une voix rauque, c'est pire que ce qu'on pensait. L'entrepôt est complètement détruit, la grange aussi. On a perdu presque toute la récolte de cette année.
Et il y a autre chose. Quoi encore? Demanda Caldwell d'une voix blanche. Des esclaves ont disparu. Une dizaine, peut-être plus. Ils se sont enfuis pendant le chaos. Et Nathaniel n'est plus dans la remise. Jackson et Wade l'ont laissé sans surveillance pour venir aider à combattre le feu. Quand ils sont retournés le chercher, il était parti. Caldwell ferma les yeux, serrant les poings. Combien de temps avant qu'on puisse lancer les chiens à leur poursuite? Il faut attendre le lever du jour, monsieur. Dans l'obscurité, avec toute cette fumée, ce serait inutile. Mais dès l'aube, on les retrouvera. Ils ne peuvent pas être allés bien loin. Surtout Nathaniel, dans l'état où il est. Vous feriez mieux de les retrouver, Pritchard. Tous. Parce que si cette histoire se répand, si les plantations voisines apprennent qu'on a perdu le contrôle ici, notre réputation sera ruinée. Pire, cela pourrait donner des idées à d'autres esclaves. Une révolte, même petite, même insignifiante, est inacceptable. Je comprends, monsieur. On les retrouvera. Mais retrouver les fugitifs se révéla plus difficile que prévu. À l'aube, quand les chiens furent lâchés, ils suivirent une piste qui menait à la rivière, puis la perdirent complètement. Les esclaves avaient bien écouté les instructions de Nathaniel et étaient restés dans l'eau, marchant dans le courant peu profond de la Combahee pendant des kilomètres, effaçant leur odeur. Les patrouilles de contremaîtres ratissèrent la région pendant des jours, visitant les plantations voisines, interrogeant les esclaves, menaçant, fouettant ceux qui refusaient de parler. Mais personne ne savait rien, ou du moins, personne ne disait rien. Un mur de silence s'était dressé, impénétrable. Après une semaine de recherche infructueuse, Caldwell dut se résoudre à l'évidence. Les fugitifs avaient réussi à s'échapper. C'était une humiliation cuisante, un coup porté à son autorité et à sa fierté. Il fit publier des avis de recherche dans les journaux locaux, offrant une récompense généreuse pour la capture des esclaves évadés, en particulier celle de Nathaniel, décrit comme dangereux et probablement fou. Mais les semaines passèrent, puis les mois, sans aucune nouvelle. C'était comme si les fugitifs s'étaient évaporés dans l'air. Ce qui arriva réellement à Nathaniel et à son groupe resta un mystère. Les archives officielles sont silencieuses sur leur sort. Certaines rumeurs affirmèrent qu'ils avaient été capturés dans une autre région et vendus à des plantations lointaines, sous de faux noms, pour éviter le scandale. D'autres racontèrent qu'ils avaient péri dans les marécages, victimes de la faim, de la maladie ou des alligators qui infestaient ces eaux. Mais il existe aussi des histoires différentes, des histoires murmurées dans les quartiers d'esclaves, transmises de génération en génération. Des histoires qui parlent d'un groupe de fugitifs qui auraient réussi à atteindre le nord, à trouver la liberté. Et parmi eux, un homme au corps marqué par la maladie et la gangrène, mais à l'esprit indomptable, qui aurait vécu assez longtemps pour voir l'aube de sa propre libération. Un témoignage particulièrement intrigant apparaît dans les mémoires d'un abolitionniste du Massachusetts nommé William Garrett, publié en 1867. Il y mentionne avoir rencontré, à l'automne 1852, un groupe de fugitifs récemment arrivés dans sa station du chemin de fer clandestin. Parmi eux se trouvait un homme qu'il décrit ainsi. Il était dans un état physique déplorable, ses extrémités noircies par la gangrène, son corps affaibli par la maladie. Pourtant, dans ses yeux brûlait une flamme que je n'ai vue chez aucun autre fugitif. Il parlait peu, mais quand il le faisait, c'était avec une intensité qui commandait l'attention. Il racontait avoir été empoisonné par du pain moisi sur sa plantation, et que ce poison avait ouvert son esprit à des vérités qu'il n'avait jamais osé envisager auparavant. Il disait que sa folie avait été son salut, car elle lui avait ôté la peur qui maintenait tous les esclaves enchaînés. Les autres fugitifs avec lui le regardaient avec un mélange de crainte et de respect, comme s'il était plus qu'un simple homme, comme s'il était le symbole vivant de quelque chose de plus grand que tous. Garrett ne mentionne pas le nom de cet homme, et il n'y a aucun moyen de confirmer qu'il s'agissait bien de Nathaniel. Mais les détails correspondent étrangement.
À la plantation Riverside, la vie reprit son cours, mais elle ne fut plus jamais tout à fait la même. Marcus Caldwell reconstruisit ce qui avait été détruit par le feu, mais la perte financière était considérable. Il dut emprunter de l'argent, hypothéquer une partie de ses terres. Sa réputation en souffrit également. Les planteurs voisins le regardaient désormais avec méfiance, se demandant comment il avait pu perdre le contrôle de ses esclaves de manière aussi spectaculaire. Mais plus troublant encore était l'effet sur les esclaves restants. Quelque chose avait changé dans leur attitude. Ce n'était rien d'explicite, rien qu'on puisse pointer du doigt et punir. Mais il y avait une tension nouvelle dans l'air, une conscience que les chaînes qui les liaient n'étaient peut-être pas aussi solides qu'elles le paraissaient. Des regards échangés entre esclaves, des silences lourds de sens, des chansons de travail dont les paroles semblaient porter un double sens. Thomas Pritchard augmenta la surveillance, intensifia la discipline, multiplia les punitions pour les moindres infractions. Mais il ne parvint jamais à retrouver le contrôle absolu qu'il avait auparavant. C'était comme si une fissure invisible s'était ouverte dans le système, et à travers cette fissure, quelque chose de dangereux s'infiltrait. Les années qui suivirent virent plusieurs autres tentatives d'évasion à la plantation Riverside. Certaines réussirent, d'autres échouèrent. À chaque fois, les esclaves capturés refusaient de dire qui les avait inspirés, qui leur avait donné le courage de fuir. Mais parfois, sous la torture, certains murmuraient un nom, Nathaniel, l'homme qui avait mangé du pain moisi et qui était devenu la pire crainte des maîtres. En 1859, 7 ans après les événements, Marcus Caldwell mourut subitement d'une attaque cardiaque. Il avait 50 ans. Sa famille vendit la plantation peu après, incapable de gérer l'entreprise avec la même efficacité. Les nouveaux propriétaires tentèrent de restaurer l'ordre, mais la plantation Riverside ne retrouva jamais sa prospérité d'antan. Puis vint la guerre civile qui déchira le pays, opposant le Nord au Sud, les abolitionnistes aux esclavagistes. Et quand finalement, en 1865, l'esclavage fut aboli, les esclaves de la plantation Riverside furent libérés. Beaucoup partirent immédiatement, cherchant des familles séparées, cherchant une nouvelle vie. D'autres restèrent, n'ayant nulle part où aller, continuant à travailler les terres, mais cette fois comme métayers, libres en théorie, mais toujours prisonniers de la pauvreté et de la discrimination. Josiah, le vieil homme qui avait refusé de fuir avec Nathaniel cette nuit-là, vécut assez longtemps pour voir l'émancipation. Il avait alors plus de 70 ans, le dos courbé par des décennies de labeur. Quelques mois après la fin de la guerre, un journaliste du Nord vint à la plantation pour recueillir des témoignages d'anciens esclaves. Il interrogea Josiah, lui demanda de raconter sa vie sous l'esclavage. Le vieil homme parla longuement, décrivant les conditions de vie, le travail épuisant, les punitions cruelles. Puis, vers la fin de l'entretien, le journaliste lui demanda s'il y avait eu des tentatives de révolte ou d'évasion dont il se souvenait particulièrement. Josiah resta silencieux un long moment, ses yeux laiteux perdus dans le lointain. Puis il dit « Il y avait un homme, Nathaniel. Il a mangé du pain moisi et ça l'a rendu fou. Mais peut-être que c'était pas de la folie. Peut-être que c'était juste qu'il voyait les choses comme elles étaient vraiment, sans les mensonges qu'on se disait pour survivre un jour de plus. Il est parti une nuit, pendant un grand feu, lui et d'autres. On n'a jamais su ce qui leur est arrivé. Mais moi, je pense qu'ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient. La liberté ou la mort. Les deux valent mieux que ce qu'on avait. Regrettez-vous de ne pas être parti avec eux ? Demanda le journaliste. Josiah sourit tristement. Tous les jours de ma vie depuis, tous les jours. Ce témoignage fut publié dans un petit journal abolitionniste qui n'eut qu'une diffusion limitée. Mais il existe, conservé dans les archives de la Société historique du Massachusetts, un des rares documents qui mentionne directement l'histoire de Nathaniel et du pain moisi. Les historiens qui ont étudié l'esclavage dans le Sud américain connaissent bien les cas d'ergotisme parmi les esclaves.
Le pain et les céréales distribués aux esclaves étaient souvent de qualité inférieure, stockés dans de mauvaises conditions et susceptibles de développer le champignon responsable de l'ergotisme. Les symptômes, hallucinations, gangrènes, convulsions, étaient bien documentés. Mais ce qui est moins connu, ce sont les conséquences psychologiques et sociales de ces cas. Un esclave atteint d'ergotisme devenait un problème pour les planteurs. Non seulement il ne pouvait plus travailler efficacement, mais son comportement erratique, ses hallucinations, pouvaient effrayer et influencer les autres esclaves. Dans une société basée sur le contrôle absolu et la peur, un individu qui n'avait plus peur, même pour de mauvaises raisons, même à cause d'un empoisonnement accidentel, représentait une menace existentielle. Il est possible que Nathaniel, dans son état altéré, soit devenu un catalyseur involontaire pour une rébellion qui couvait déjà. Que sa folie apparente ait donné aux autres le courage d'envisager l'impensable. Que son exemple, même marqué par la maladie et la souffrance, ait montré qu'il était possible de briser les chaînes psychologiques avant de briser les chaînes physiques. Ou peut-être que tout cela n'était qu'une série de coïncidences malheureuses. Un homme empoisonné par du pain moisi, un incendie accidentel, des esclaves profitant du chaos pour tenter une évasion désespérée. Peut-être n'y avait-il aucun lien profond, aucune signification cachée. Juste la tragédie ordinaire de l'esclavage, répétée des milliers de fois dans des milliers de plantations à travers le Sud. Mais les histoires persistent. Dans les communautés afro-américaines du Sud, on raconte encore parfois l'histoire de l'homme qui a mangé du pain moisi et qui est devenu libre. Les détails varient, les noms changent, mais le cœur de l'histoire reste le même. Un homme brisé par le système, empoisonné par la négligence de ses maîtres, qui trouve dans sa propre destruction le germe de sa libération. La plantation Riverside n'existe plus aujourd'hui. La terre a été divisée, vendue, reconvertie à d'autres usages. Là où se dressaient autrefois les cabanes des esclaves, il y a maintenant des champs cultivés par des machines modernes. Là où brûlait le grand incendie de 1852, il y a maintenant une route asphaltée et quelques maisons résidentielles. Il ne reste presque rien pour marquer ce qui s'est passé ici. Presque rien, sauf peut-être une petite plaque historique érigée dans les années 70 par une association locale qui mentionne brièvement que cet endroit fut autrefois le site d'une plantation importante et que pendant l'esclavage, des événements tragiques s'y déroulèrent. Aucune mention de Nathaniel. Aucune mention du pain moisi. Juste un vague euphémisme sur des événements tragiques. Car c'est ainsi que l'histoire fonctionne. Les détails s'effacent, les noms sont oubliés, les souffrances individuelles se dissolvent dans les grandes narrations. Mais parfois, dans les marges des documents officiels, dans les témoignages recueillis par hasard, dans les histoires transmises oralement de génération en génération, quelque chose subsiste. Une trace, un écho, un murmure qui dit « Ceci s'est passé ». Des gens ont vécu cela et leur histoire mérite d'être racontée. Nathaniel a-t-il vraiment existé ? A-t-il vraiment mangé du pain moisi et développé un ergotisme qui a altéré son esprit? A-t-il vraiment inspiré une évasion qui a terrorisé les maîtres de la plantation Riverside? Nous ne le saurons probablement jamais avec certitude. Les documents sont trop fragmentaires, les témoignages trop contradictoires. Mais nous savons que des hommes comme Nathaniel ont existé. Des milliers d'entre eux. Des esclaves qui, d'une manière ou d'une autre, ont trouvé le courage de résister, de s'échapper, de se rebeller contre un système qui les traitait comme du bétail. Et nous savons que l'ergotisme était réel, que le pain moisi empoisonnait régulièrement les plus pauvres et les plus vulnérables, causant des souffrances atroces et des comportements jugés fous par leurs contemporains. Alors peut-être que l'histoire de Nathaniel est vraie dans son essence, sinon dans tous ses détails. Peut-être qu'elle est une de ces vérités historiques qui survivent non pas malgré leur caractère fragmentaire, mais à cause de lui. Une histoire qui refuse de mourir parce qu'elle touche à quelque chose de fondamental sur la nature humaine, sur la résistance, sur le prix de la liberté. Et c'est peut-être cela finalement, qui fait que les maîtres avaient tellement peur.
Pas de Nathaniel en tant qu'individu, pas du pain moisi ou de l'ergotisme, mais de l'idée qu'un homme, même brisé, même empoisonné, même fou, pouvait refuser d'accepter l'ordre établi, que la soumission n'était pas inévitable, que même dans les conditions les plus désespérées, l'esprit humain pouvait trouver une fissure, une échappatoire, un chemin vers quelque chose de mieux, ou au moins vers quelque chose de différent. Voilà l'histoire de l'esclave qui a mangé du pain moisi et qui est devenu la pire crainte des maîtres. Une histoire sombre, troublante, qui nous rappelle les horreurs de l'esclavage et la capacité de l'esprit humain à résister même dans les pires conditions. Croyez-vous que tout cela soit vraiment arrivé? Pensez-vous que Nathaniel ait trouvé la liberté, ou a-t-il péri dans sa fuite? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo avec ceux qui apprécient les récits historiques sombres et fascinants. Merci de m'avoir écouté, et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans les mystères oubliés de l'histoire.